Il n'y a pas si longtemps, nous avions ici une maman venue raconter l'histoire de sa fille, Lisa. Personne n'y a fait attention. C'est une histoire si difficile que personne ne la croit. Elle allait de porte en porte pour demander de l'aide, jusqu'à ce que Argos fasse l'effort de réellement enquêter sur son dossier. La façon dont le groupe d'experts ont traité Lisa est scandaleuse. L'enfant s'est enfui de la table d'examen en pleurant parce qu'elle ne voulait pas être examinée. Ce faisant, ils ont rejeté son histoire comme non crédible. Tels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Lisa a aussi été confrontée avec la production de pédopornographie. Traiter de ce sujet, c'est presque comme un suicide journalistique. C'est ce que je ressens. Mais quelqu'un doit le faire. Les journalistes d'investigation néerlandais d'Argos, de la NPO Radio 1, ont recueilli les témoignages de plus de 200 victimes d'abus sexuels organisés. 140 d'entre elles ont clairement décrit des abus rituels. Dans ce dossier, 6 personnalités publiques bien connues ont été mentionnées par plusieurs victimes comme faisant partie des agresseurs. Plus de 10 lieux ont été répertoriés, dont un entrepôt de la Bollenstreek qui a été identifié comme un lieu de stockage et de production de pédopornographie. Au cours de l'enquête, les journalistes de Argos ont reçu un courrier électronique anonyme leur indiquant qu'ils devaient, entre guillemets, faire attention, car ils sont au courant de votre enquête, et ajoutant qu'ils vont se débarrasser des preuves comme ils l'ont fait dans l'affaire Dutroux. Le jour même où les journalistes ont reçu ce courriel, l'entrepôt de Bollenstreek a brûlé. En réponse à des questions parlementaires suite à l'enquête d'Argos, le ministre néerlandais de la Justice et de la Sécurité, Ferdinand Grapperhaus, a déclaré le 27 août 2020 qu'il n'y aurait aucune enquête indépendante sur les abus rituels d'enfants aux Pays-Bas. La gauche verte, le Parti socialiste et le Parti travailliste ont largement critiqué Grapperhaus pour cette lamentable décision. Le 13 octobre 2020, la seconde chambre des États généraux, la chambre basse du pays, a approuvé une motion dans laquelle plusieurs partis politiques demandaient qu'une enquête indépendante soit menée sur la nature et l'étendue des rituels sadiques organisés sur des enfants, contournant ainsi le refus initial du ministre Grapperhaus d'enquêter. Je suis San Terlingen, je suis journaliste d'investigation avec Argos. J'enquête principalement sur la question du trauma, du trafic d'êtres humains et des abus rituels. Comprenez-vous que des gens puissent penser que tout ceci est totalement absurde ? Oui, parce que ma première réaction a également été de penser que c'était complètement absurde, que je n'y crois pas, que je ne m'y intéresserai pas. Mais lorsque 140 personnes vous disent quelque chose, même si c'est pour moi absurde, cela attise ma curiosité pour comprendre d'où vient cette absurdité. En décembre 2018, j'ai fait un article sur Lisa. Lisa avait 15 ans lorsqu'elle a rapporté des viols commis par son père et d'autres hommes, des avocats, un PDG d'une grande entreprise. Des sévices sexuels commis à La Haye, juste à côté de sa maison. Elle nous a affirmé être tombée enceinte et que son bébé a été tué. L'histoire de Lisa n'a pas été prise au sérieux. C'était le sujet de notre enquête. Elle et sa mère sont allées voir la police, qui a très vite classé l'affaire. Nous avons découvert qu'il y avait un certain nombre de preuves corroborantes qui auraient dû aboutir à une enquête suite à son témoignage. Lisa a eu une grossesse. Plusieurs gynécologues nous l'ont confirmé. Des enquêteurs privés ont découvert des centaines d'images pédopornographiques dans les ordinateurs utilisés par son père. La police a aussi pensé que son histoire était trop étrange pour être crédible. Plus tard, nous avons découvert qu'il y avait également un caractère rituel, avec notamment un bébé mort, ce qui est une caractéristique typique des abus rituels. L'abus rituel, selon moi, est difficile à définir. Ce sont des rassemblements rituels, impliquant des choses extrêmement sadiques, des actes sexuels forcés, souvent avec des enfants, beaucoup de torture, toutes sortes de choses étranges, dans des situations extrêmes. J'ai moi aussi trouvé ces choses épouvantables, ne pouvant même pas mettre le nez là-dedans pour être honnête.
Vous ne pouvez pas imaginer que des choses pareilles puissent exister. in die mate gebeuren. Alors que ce tabou s'amplifie, de plus en plus d'experts osent y croire et s'y aventurer. Les victimes de ces sévices courent un grand risque de ne pas être crues. Et ça, c'est la double peine. Les abus rituels sont des sévices sexuels où, selon la définition officielle, les agresseurs ne sont pas seulement motivés par la sexualité avec des enfants, car nous retrouvons dans les témoignages un aspect hautement macabre. Des gens qui ont rapporté avoir subi des abus rituels ont affirmé avoir été obligés de boire du sang, avoir été enfermés dans des coffres. Ils parlent aussi de sacrifice humain ou animal. Des choses si horribles que l'on préfère croire que cela n'existe pas. Cela nous terrifie. Des caves obscures, des signes et des symboles occultes, des chants avec des bougies, etc. Oui, nous savons que ces histoires de rituels n'ont jamais été prises au sérieux, parce que des commissions d'experts ont affirmé qu'aucune preuve n'avait jamais été trouvée. L'année dernière, le ministère de la Justice, en charge de la protection de l'enfance, a déclaré avoir reçu une douzaine de témoignages d'enfants victimes de rituels sadiques pratiqués en réunion. Raison pour laquelle le ministre a mis en place un groupe de travail pour enquêter sur la question des abus rituels sur les enfants. Il n'est pas possible que toutes ces histoires sortent de nulle part. Comment tant de témoignages, souvent détaillés, peuvent-ils être complètement inventés? De jeunes enfants ne peuvent pas simuler une si grande peur et tant de souffrance. D'un autre côté, durant notre investigation, nous n'avons trouvé aucune preuve de rituel, aucune localisation de souterrain, pas de reste humain, aucune preuve concrète. Donc aucune preuve, mais il reste le témoignage de ces enfants, clamant être victimes d'abus rituels. Ils parlent de cadavres de bébés, ils citent des lieux que vous devriez pouvoir identifier. Nous avons conclu en toute raisonnabilité et probabilité que ces histoires ne peuvent pas être vraies, parce que nous n'avons rien trouvé. Le fait est que beaucoup de témoignages sur les abus rituels d'enfants sont rapportés par des gens souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité. Ils croient véritablement avoir subi ces choses-là, alors que non. Nous pensons que ces cas de sévices et sadisme sexuel se passent au sein de la famille, par les parents, la nourrice. Mais pas de rituel? Non, pas de rituel. Cela dit, le groupe de travail ne veut pas complètement rejeter l'idée de l'éventuelle réalité des abus rituels sur les enfants. La difficulté est que nous ne savons pas si c'est une réalité dont nous n'avons pas réussi à trouver les preuves. Nous ne pouvons faire aucune affirmation. Le groupe de travail conseille donc de pousser plus loin les investigations sur ces dossiers. Il existe une équipe spéciale d'experts sur les cas dits extraordinaires d'abus sexuels, qui a été formée en 1999. Et il est noté dans la loi que tout dossier contenant des caractéristiques rituelles soit remis à cette équipe d'experts au plus vite. C'est tellement compliqué que c'est en fait une bonne chose d'avoir une équipe d'experts plus qualifiée que la police ordinaire. Cependant, le site web de cette équipe d'experts précise que son but est de filtrer les faux témoignages. Et donc, ni aux Pays-Bas, ni nulle part ailleurs dans le monde, aucune preuve de l'existence d'abus rituels n'a jamais été trouvée. Nous constatons que depuis la mise en place de ces experts en 1999, pas un seul rapport d'abus rituels n'a abouti à un examen plus approfondi. Il n'y a aucune preuve concluante, alors que des gens sont si motivés, y compris des thérapeutes. Des gens ont voulu rendre leur témoignage public. Eh bien, cette commission d'experts leur en a donné l'opportunité. Il n'en est rien sorti. Voilà les faits. Mais selon vous, ces choses-là sont réelles? Si une commission a été mandatée pour enquêter là-dessus, et qu'ils disent n'avoir rien trouvé, que j'y crois ou non, n'est pas la question. Je crois que la commission dit la vérité, parce que c'est une commission respectable. Je valide donc ce qui a été conclu dans ce rapport. Mais ces choses-là sont réelles ou non? Je ne pense pas. Après la diffusion du témoignage de Lisa, une thérapeute nous a contactés, une psychologue clinicienne. Elle nous a dit qu'au centre de traumatologie où elle travaillait, comme dans beaucoup d'autres centres,
Environ 40 patients avaient des histoires similaires à celles de Lisa. Une des victimes qui nous a approchés a déclaré avoir traversé quelque chose de similaire à Lisa. Elle voulait témoigner, mais il était difficile pour elle de le faire face à face. Elle souhaitait le faire sous la forme d'un questionnaire. J'ai trouvé que cela était une bonne idée. J'ai donc commencé à réfléchir aux questions. J'ai demandé de l'aide à la psychologue Christelle Craig parce qu'elle connaissait bien le sujet, mais aussi à 2 victimes et à une personne spécialisée dans les questionnaires. Le résultat a été un questionnaire composé d'une 50aine de questions. Quels ont été les obstacles une fois trouvé le bon thérapeute? Avez-vous tenté de déposer une plainte à la police? Et quel a été le résultat? Quels sont les lieux où se sont déroulés les sévices? Pouvez-vous les décrire? Qui sont les agresseurs? À qui en avez-vous parlé en premier? À quand remontent les sévices? Quels vêtements portaient les agresseurs? Nous avons cherché à poser des questions pouvant mener à des preuves. Y a-t-il eu prise de photos ou de vidéos? As-tu déjà été enceinte? As-tu des cicatrices? Nous n'avons pas un but scientifique. Nous ne pouvons pas affirmer que chaque cas est authentique. Mais toute cette accumulation de témoignages nous apporte des pistes journalistiques. J'ai surtout commencé à écouter sans jugement et à me rendre compte de ce que je peux vérifier par moi-même. Par exemple, un certain nombre de femmes m'ont parlé d'une forme de punition consistant à insérer du verre dans leur vagin. Je leur ai donc demandé si elles étaient allées à l'hôpital et si nous pouvions contacter, avec leur permission, la personne qui leur avait donné des soins. Nous avons donc continuellement cherché des faits pouvant être prouvés, en essayant de vérifier au maximum les données. Pouvons-nous trouver une hypothèse alternative? La personne a-t-elle pu s'insérer elle-même les morceaux de verre? Est-ce que le lieu que cite cette personne peut être localisé sur une carte? Donc environ 140 personnes ont répondu et mentionné des caractéristiques rituelles. Nous avons été en contact avec une centaine d'entre elles, dont une vingtaine que nous avons rencontrées en personne. Nous avons cherché à recouper ces témoignages. Par exemple, j'ai fait une grande carte sur laquelle j'ai fixé des petites pastilles. Quel témoignage va avec quelle localité? Et vous avez par exemple une zone à La Haye qui condense une 50aine de pastilles. Nous avons eu des filles qui ont cité 6 ou 7 endroits différents de la même manière. Elles ont cité une résidence se situant dans une petite ville, ainsi qu'un sex club à un autre endroit, mais aussi un château à l'étranger et une liste de lieux qui correspondaient. Des détails sur les agresseurs se recoupaient également, comme par exemple le couteau d'un individu, ou certaines préférences sexuelles. J'ai noté que les proches croyaient en leurs paroles, car ils constataient des choses ne pouvant être expliquées d'une autre manière. Mais dans la société, les victimes ne sont pas crues, parce que généralement, la croyance est que ces choses-là n'existent pas. Dès le premier jour, j'ai dit « Je ne vais pas faire ça toute seule ». Quelqu'un doit être à mes côtés pour m'aider à ne pas m'enfermer dans des certitudes, mais aussi pour être sûr que je ne pose aucune question suggestive. Ce qui a été le plus intense en travaillant avec ces personnes est leur mise en confiance. Sans cela, vous n'arrivez à rien. Cela prend du temps et j'ai moi-même dû me mettre à nu devant elles. Elles vous testent véritablement pour voir si elles peuvent compter sur vous. J'ai donc passé énormément de temps avec elles pour répondre à beaucoup de questions. Au final, nous avons eu une connaissance réciproque assez intime de nos vies. Durant une année, j'ai été en contact avec elles, quasiment quotidiennement, jusque tard dans la nuit. Est-ce un piège? Je pense que cela peut être vu comme un piège. Lorsque vous établissez une relation si proche avec ces personnes, le risque est de ne plus avoir un esprit critique sur leur histoire. Mais plus ces personnes donnent des détails, plus elles s'ouvrent à vous.
mieux vous pouvez revérifier ces détails. Kan je juist ook veel meer details checken. Si je n'avais pas été aussi proche de ces gens, je n'aurais pas été capable d'accéder à certains aspects de leur histoire. Je n'aurais pas pu parler à leur premier thérapeute. Cela est également révélateur sur le fait qu'il est difficile de raconter son histoire à la police, tout comme d'accéder à une aide professionnelle lorsqu'on se débat dans le trauma. Il y a donc véritablement des histoires importantes qui nous ont été confiées. Et aujourd'hui, c'est à nous de dévoiler les abus rituels.